Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode en direct du podcast des légendes. On est très heureux de vous accueillir pour ce moment exceptionnel. Je me présente Michel Wertenschlag, je vous parle depuis New York. Nous avons aussi l'illustre Guillaume Bonamy, je crois depuis Paris. Et bien sûr, notre légende invitée d'aujourd'hui, cette légende dont le cœur battait jaune canari, un mélange de classe, d'impact et de technique. Ce Vendéen, accompagné de ses camarades de la génération Platini, a mis l'équipe de France sur la carte mondiale en apportant une fougue, une impulsion dont les tressaillements se font encore sentir aujourd'hui. Longtemps recordman avec 76 sélections, notre légende compte 15 matchs et 2 demi-finales de Coupe du Monde, un championnat d'Europe, une coupe intercontinentale, 3 championnats de France et une Coupe de France, tous conquis avec son club de cœur. Le short court et les protèges tibias dépassant des chaussettes, il était partout, à gauche, à droite ou au centre, libéraux ou stopper. Notre légende, c'est Maxime, Daniel, Jean, Marcel, Bossis, le grand Max. Pour faire court, Max, bienvenue sur le podcast des légendes en direct. Merci Michel, bonjour également à Guillaume, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, on te reçoit aujourd'hui parce que tu as sorti ta biographie intitulée Le Grand Max. Je ne sais pas si on la voit bien sur l'écran, que nous avons lu. Super bouquin que je conseille bien entendu à tous nos auditeurs. Je rappelle d'ailleurs que nos auditeurs peuvent gagner un exemplaire dédicacé. Tous les détails sont sur la page. Alors Max, pourquoi écrire une biographie maintenant à 70 ans, quelques décennies après la fin de ta carrière ? Bon, disons que ça permet de faire un petit bilan de la vie de footballeur, mais de la vie en général. On m'avait approché depuis 2 ou 3 ans à quelques reprises, et puis je n'avais pas donné suite. Et puis c'est avec un ami, Emmanuel Faure, qui a coécrit le livre, un journaliste régional de France 3 Pays de la Loire. On s'est rencontrés chez lui avec un autre couple d'amis dont le monsieur était vendéen comme moi, fou de foot, fou du FC Nantes. Et puis l'idée a germé ce soir-là, même si au départ, je ne pensais pas faire franchement de biographie. D'accord. Et dans ce contexte-là, pour toi, quelles ont été les principales difficultés dans l'écriture de cette biographie ? Alors les difficultés, c'est de trouver évidemment un accord entre les styles différents et que la biographie soit pas trop en décalage par rapport à la personnalité que je peux être dans la vie et comme footballeur. Donc Emmanuel Faure a écrit beaucoup de choses, et puis après on s'est pendant des mois et des mois revu pour reprendre page par page, presque ligne par ligne, pour que ça cadre quand même avec ce que je voulais être, et surtout que ça transparaisse vraiment les émotions que j'ai ressenties pendant toutes ces années. Est-ce que ça a remué des choses bonnes et mauvaises en toi ? Parce que j'imagine il y a un petit côté psychanalytique quand tu réécris un petit peu ta vie de sportif. Oui, il y a toujours un côté psychanalytique, notamment on part de l'enfance, une enfance vendéenne. Je suis fils d'agriculteur, donc ça n'a pas été toujours simple avec mes nombreux frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on faisait partie de la classe des riches en Vendée. Et puis ça va aussi après avec pas des problèmes, mais après il y a des choix de reconversion après la carrière. Donc c'est vraiment un état des lieux de l'enfance jusqu'à maintenant pratiquement. Et concernant les souvenirs footballistiques, la mémoire, en définitive, garde les bons souvenirs, les grands souvenirs, et occulte un petit peu les mauvais, du moins ceux qui sont douloureux. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu n'as pas voulu mettre dans le livre ? Il y a toujours des anecdotes, mais il y en a quand même beaucoup. J'ai essayé de faire en sorte de partir des Coupes du Monde, de l'Euro, et puis du FC Nantes également, mes nombreuses années au FC Nantes, pour essayer de mettre le doigt sur l'évolution de la vie en général et surtout sur celle du football en particulier. Et quand je parle de la première Coupe du Monde en Argentine, avec les conditions de logement, etc., ça permet quand même de voir le chemin parcouru et de se rendre compte que le foot d'aujourd'hui n'est pas du tout dans le même monde que celui des années 70, quand moi j'ai débuté ma carrière internationale.
Donc c'est truffé d'anecdotes pour essayer de sortir un petit peu du microcosme footballistique, et puis essayer aussi d'apporter une petite idée personnelle sur ce que j'ai pu ressentir, pas seulement sur le terrain, mais également en dehors du terrain, pendant les stages, la longueur des stages qui me pesait, l'absence de ma famille. Donc tout ça, j'ai mis pas mal de choses dans ce livre. Alors, ce qui est intéressant, bon, évidemment, ton livre est intéressant à plein de niveaux. Quelque chose que j'ai trouvé très touchant, c'est justement quand tu parles de ton enfance, et tu le dis de manière assez pudique, sans vraiment te plaindre. Alors, c'est plutôt Emmanuel Faure qui le dit un petit peu à ta place. Oui. Mais c'est vrai que c'est une enfance hardcore, hein. C'est-à-dire travailler à la ferme, de quoi manger, mais à peine. Et puis voilà, fallait beaucoup participer aux travaux de la ferme. Tu parles en particulier de la visite de Bud, de Robert Budzinski, lors de ta Ouais. signature. Est-ce que tu peux raconter un peu cette anecdote assez incroyable? Oui, il y a Robert Budzinski qui vient avec son ami Jackie Boisselier, hein, le père de l'acteur. Il vient dans ma ferme, la ferme de mes parents en Vendée. En définitive, il ne me trouve pas à la maison, il y a seulement ma mère, car j'aide mon père à l'écurie à bêler une vache qui attend donc son veau. Donc, il me rejoignent à l'écurie pour tenter de me faire signer. Et donc, après, on en reparle évidemment dans la maison, mais c'est quelque chose qui a marqué Robert Budzinski, et il en parlait encore 50 ans après. La question par rapport à ce livre, et c'est vrai que c'est aussi des questions que chacun peut se poser, c'est à un moment donné dans sa vie, faire un livre. Ça s'adresse bien sûr à un certain public, mais ça peut aussi s'adresser à des personnes en particulier. Et est-ce que ce livre, il s'adresse à quelqu'un en particulier, par exemple ton père, on parle de cette enfance, ou quelqu'un de ta famille? Est-ce que en réalité, au-delà du public que tu cherches à toucher, il y avait quelqu'un à qui tu voulais rendre hommage, ou en tout cas servir plus particulièrement? Oui, mon épouse, avant tout. Je voulais lui rendre hommage. On s'est connus, comme je l'ai dit, très, très jeune. Et donc, elle a été là tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. On peut penser que la vie d'un footballeur, surtout un footballeur international, même de l'époque, est plutôt linéaire et qu'elle se passe sans problème majeur, en définitive. Il y a aussi des moments compliqués, des blessures, des défaites, des pénaltys ou un pénalty raté. J'en parle d'autant plus facilement qu'on m'en parle toutes les semaines depuis 40 ans, donc ça me pose plus de problème maintenant. Donc quelque part, oui, c'est surtout pour elle, et puis également pour une partie de la famille, pour les petits enfants. Donc c'est un petit bilan de vie qui me plaisait de faire, qu'il me plaisait de faire. Alors justement, puisque tu parles de ton épouse, alors deux choses. Quand on s'était parlé l'année dernière, et que tu racontais effectivement ce penalty dont tu entends en parler depuis, comme tu le dis, depuis 42 ans, tu disais que la première personne à laquelle tu penses quand tu rates ce penalty, c'est à ton épouse, à ta famille, enfin, mais vraiment Ouais. à ton épouse, et que tu as un peu un sentiment que tu l'as trahie par rapport à tous les sacrifices qu'elle fait. Et dans ton livre, tu le dis de manière assez pudique. Effectivement, tu as un chapitre consacré à Jocelyne, ton épouse. On sent qu'il y a énormément d'amour. Et tu dis, à un moment, si c'était à refaire, il y aurait des choses que je ferais différemment. Et donc, tu détailles pas vraiment. Est-ce que tu penses que tu as mis ta carrière, enfin, comme tu le disais, hein, ta carrière, tu as réussi à l'accomplir, de faire une aussi belle carrière grâce à l'aide que tu as eue de ton épouse. Qu'est-ce que tu ferais différemment finalement? Qu'est-ce qu'on ferait différemment, Ouais. finalement? C'est surtout ça. Et je pense qu'on ferait des choses différentes sur l'après-football. Au niveau du football, de la carrière footballistique, peut-être qu'on serait parti à l'étranger. On aurait tenté de partir à l'étranger plus tôt, mais quelque part, on n'aurait pas changé grand-chose. Mais pour l'après-carrière, on a toujours privilégié, mon épouse la première, ce sentiment familial, s'occuper des siens, des enfants, pourquoi pas des parents, ne pas être trop loin. Parce qu'on a eu des opportunités dès 35 ans pour partir directeur sportif, pourquoi pas être entraîneur, qu'on a refusé parce qu'on avait fait reconstruire à Nantes, parce que toute notre famille était là. Et quelque part, je pense qu'on s'est un peu oublié, ou du moins elle s'est oubliée encore plus que moi. Elle a arrêté son travail, ça j'en parle aussi, pour être présente avec nos deux filles, pour être présente pour moi tout le temps. Et quelque part, on attend toujours
une reconnaissance, même si elle est indirecte, 20, 30, 40 ans après. Et cette reconnaissance ne vient pas toujours. Et donc, c'est un peu le thème d'une partie de ce livre, notamment sur l'épisode qui la concerne, qui concerne Jocelyne, donc mon épouse. D'accord. Et quand tu parles de tes choix de carrière, donc tu es resté à Nantes pendant très longtemps, tu disais Ouais. toi-même, et c'est une rengaine qui est vraiment lancinante de la part de tous les anciens Nantais, c'est que vous étiez un peu, les Nantais formés au club étaient un peu pris comme argent comptant, vous étiez moins considérés, moins payés, et puis surtout même pas prévenus quand il y avait des offres qui venaient d'autres clubs. Notamment, comme tu le dis dans le livre de l'Inter Milan, par exemple, tu avais cette possibilité d'aller à Tottenham. Est-ce que du coup, maintenant, rétrospectivement, tu te dis, même s'il y avait pas mal au niveau logistique, il y avait pas mal de raisons que tu expliques d'ailleurs pour laquelle tu as décidé de ne pas aller à Tottenham, mais est-ce que tu regrettes ce choix de ne pas être allé en Angleterre à ce moment de ta carrière? Non, je ne regrette pas. J'ai 30 ans, on a pesé le pour et le contre. Et en définitive, bon, le fait de rester en France, c'était pas non plus vraiment mal. Ce que je regrette, c'est de ne pas être parti éventuellement à 26, 27 ans. Mais il faut savoir qu'à part Michel Platini, on n'avait pas d'agent. Et donc, il y a une anecdote. Donc, l'Inter Milan, Buzinski me le dit dans une voiture après un match de l'équipe de France et avant un match de championnat, en disant, tiens, au fait, l'Inter Milan a posé des questions sur toi au début de saison, mais je leur ai dit que c'était pas la peine, hein, parce que tu étais sous contrat. Donc, il faut voir un petit peu. Donc, c'est une anecdote, comme je dis, qui montre la différence de traitement entre les footeux de mon époque et ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui sont tout puissants. Nous, on l'était pas, même si on était des bons joueurs. C'est pour ça qu'à 30 ans, j'ai voulu avoir le choix. Il y avait le choix entre Tottenham, Paris Saint-Germain, le Matra Racing qui est arrivé au dernier moment de Lagardère et deux autres choix aussi français. Alors, petite question cliché, Maxime, désolé de le poser. J'ai une de mes Ouais. familles aussi, une partie de ma famille qui est vendéenne. Donc, je connais un peu la Vendée. Normalement, en Vendée, l'argent, c'est quelque chose qui est important. Enfin, on fait attention à l'argent en Vendée. Non, c'est pas que c'est important, mais on fait attention à l'argent en Vendée. C'est quand même une bonne critique faite par les gens du nord de la Vendée. Est-ce que tu regrettes justement, toi, ce que tu as gagné dans ta carrière, la façon dont tu as géré ton argent, ou c'est un non-sujet? C'est un non-sujet. Je regrette pas et je ne me suis pas vraiment senti mal à l'aise de l'argent que j'ai gagné parce que j'estime avec le recul que les joueurs de ma génération n'en ont vraiment pas gagné beaucoup par rapport à leurs résultats et à la valeur supposée. On va dire que à valeur égale aujourd'hui, le ratio est monumental, hein. C'est de 1 à 50, voire de 1 à 100 sur l'ensemble du carrière. Par contre, on était en fin de carrière évidemment mieux rémunérés que la plupart des gens qui avaient des contrats normaux, enfin des métiers différents. Euh, je suis plutôt généreux, contrairement à pas mal de Vendéens. Je n'ai pas vécu. Alors peut-être aussi, alors sans faire n'importe quoi, mais je n'ai pas vécu avec l'idée fixe d'avoir un maximum d'argent sur un compte en banque. On dit chez moi que ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, mais c'est vrai qu'en Vendée, on fait très attention, parfois un peu trop attention. Ouais. Alors, juste pour nos auditeurs, hein, les ordres de prix dont on parle, les salaires que vous gagniez à l'époque, alors peut-être pas ton dernier salaire ou ton salaire au Matra, mais ton premier, je crois un de tes premiers salaires à Nantes, je crois que c'est 2000 francs, 2000 francs par mois, c'est ça? C'est moins, c'est 1200. Alors, quand 1200. on est stagiaire pro, de 17 à 20 ans, j'avais 1200 francs par mois. Et quand je pars à la Coupe du Monde en Argentine, je dois être entre 6 et 8 000 francs par mois. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Ouais. Donc, imaginons quand même, j'ai 23 ans, sélection espoir une petite dizaine, sélection A une quinzaine aussi, et déjà champion de France depuis un an ou deux. Donc, là encore, c'est une anecdote qui permet de mesurer cet écart monumental. Après, je n'envie pas. Je n'envie pas les joueurs d'aujourd'hui. C'est juste une constatation, un état de fait. Il n'y a rien de pire pour un ancien sportif que d'être aigri. Moi, c'est l'inverse. En définitive, j'ai vécu une superbe génération, que ce soit en équipe de France ou avec le FC Nantes. On avait de très bons résultats. On aimait se côtoyer, pas seulement sur le terrain. Et donc,
pas sûr que j'aurais vécu ça aussi bien, aussi pleinement avec la génération d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que parfois, les dirigeants profitaient, même si on a eu le contrat à temps, qui a été long à venir. Avant, un joueur était lié jusqu'à la fin de sa carrière au club. Le contrat à temps est arrivé, je crois, au début des années 70. Mais par contre, malgré tout, les dirigeants étaient quand même un petit peu tout-puissants. Alors, question d'un de nos auditeurs. Qui était ton très bon pote à Nantes? Si tu en avais, c'était qui ta bande de potes? Bien sûr. Alors, on était copains depuis toujours avec tout le monde. Ça passait de Thierry Tissot à Georges Anstralen, avec Bruno Baroncelli, Loïc Amis, mais Gilles Rampillon a été vraiment un bon pote. On avait, avant qu'il parte à Cannes, je crois, donc on a passé pas mal de temps ensemble. On avait un peu les mêmes valeurs et on pouvait aussi discuter d'autres choses que le football, car le problème des footeux et ceux qui deviennent entraîneurs après, c'est qu'à part discuter de foot, parfois ils ont un peu de difficulté parce que la passion prend le dessus. Et donc nous, on avait vraiment avec Gilles une vraie passion, mais on débordait quand même sur plein de sujets. En plus, nos épouses à l'époque étaient amies aussi, donc voilà, ça faisait du bien de se retrouver. Alors, en parlant de Gilles, on a eu donc Patrice Rio sur le programme, l'épisode de cette semaine. Et il nous a raconté cette anecdote assez incroyable que Lagardère voulait faire venir Platini à un moment. Donc, c'est peut-être un an avant qu'il vienne à Saint-Étienne. Avant qu'il vienne à Saint-Étienne, exactement. Mais alors, et du coup, alors, ce que nous dit Patrice, c'est que Henri Michel a mis son veto. Peut-être parce qu'il n'y avait peut-être pas de place pour deux gros égos dans l'équipe. Mais ce que j'ai lu aussi ailleurs, c'est que la raison aurait peut-être pu être que Nantes voulait développer Rampillon et il pensait qu'il y avait un peu un doublon, que Rampillon et Platini avaient un peu le même rôle. Toi qui as vécu ça de l'intérieur, comment tu te rappelles de cette non-venue? Oui, je me souviens bien de cet épisode où Lagardère voulait venir à Nantes. Gilles Rampillon était titulaire indiscutable et un grand numéro 10. Bien sûr que Platini avait encore une dimension supérieure. Je pense que c'est plus complexe que ça. Euh, je- les égaux comme Henri, Michel et Michel Platini et d'autres auraient pu tout à fait correspondre. Je pense qu'il y avait suffisamment d'amitié entre nous, notamment en équipe de France, pour que ça aille bien. Mais ce qu'Henri Michel voulait, c'est que ce soit pas au détriment des joueurs formés au club, notamment au niveau financier. C'est que, en définitive, si Lagardère ou les dirigeants nantais étaient capables de faire de gros efforts financiers pour ceux qui arrivaient d'extérieur, ce que disait Henri, c'est qu'il ne fallait pas oublier non plus que le FC Nantes, s'il avait de bons résultats et des titres, c'était grâce aux joueurs qui étaient déjà au club depuis un bon moment. En tout cas, je crois qu'on a raté une marche. On a raté une marche, on était déjà avec Saint-Étienne, la meilleure équipe française, même s'il y avait Bordeaux, Marseille de temps en temps, Monaco et quelques autres. Mais je crois qu'on aurait pu être vraiment une des meilleures équipes européennes avec 2 ou 3 joueurs de la pointure de Michel, voire même au-dessous. Donc garder tous les joueurs, faire des efforts pour garder tous les joueurs et ramener quelques joueurs. C'est ce que voulait faire Lagardère. Le souci aussi, c'est qu'évidemment, en mettant de l'argent, Lagardère aurait voulu être le vrai patron. Et M. Fontenot et les vice-présidents ne voulaient pas perdre ça quand même. Et juste pour revenir un peu à ton livre et dans son séquencement, tu parles évidemment des compétitions iconiques que tu as vécues. Tu as vraiment fait partie du démarrage de l'âge d'or de l'équipe de France, de toutes les coupes de monde qu'on démarrait dans les années 70, 78, 82, 84, 86. Vraiment, tu étais de toute cette croisade, on va dire. Pourtant, dans ton livre et dans le podcast qu'on a eu ensemble, t'évoques beaucoup moins 84 que 82 et 86. Alors qu'on gagne à 84, alors que honnêtement la compétition est aussi dure qu'une Coupe du Monde. Pourtant, on a l'impression, et peut-être qu'on se trompe, que c'est moins iconique pour toi ce championnat d'Europe de 84 par rapport à 2 défaites qui sont 82 et 86. En tout cas, 2 épopées différentes. Est-ce qu'on se trompe? Non, 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 tu ne te trompes pas. C'est moins iconique également pour beaucoup de gens. Pour croiser pas mal de supporters encore aujourd'hui, ils me parlent plus de 82, de 86 que de 84, notamment France-Allemagne ou France-Brésil, le 8e de finale ou le quart de finale, pardon, en 86.
Euh, 84, ça avait lieu en France. J'avais un double challenge, hein, celui pas de faire oublier Marius Trésor, mais de lui succéder en défense centrale, puisqu'avant j'étais latéral en équipe de France. Mais c'est la première fois aussi qu'on abordait une compétition en étant favori. Et ça se jouait chez nous, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc il y avait une grosse pression du premier au dernier match. On a eu 5 victoires, mais quelques victoires faciles et d'autres un peu plus difficiles, notamment contre le Portugal en demi-finale. Donc, quelque part, pour moi, c'était le sentiment du devoir accompli, Mmh. plus que de la liesse ou de la joie véritable, même si, évidemment, c'était pourtant le premier titre d'une équipe française, tout sport confondu. Mais bon, c'était une grande joie. Et puis, Michel Hidalgo partait. Donc, même si j'allais retrouver Henri Michel, c'était aussi une petite tristesse après le dernier match, de voir Michel Hidalgo, qui nous avait tant emporté, arrêter la sélection. Donc, le sentiment du devoir accompli, un challenge collectif et personnel a priori réussi, mais pas la joie que je pensais avoir après la victoire contre l'Espagne en finale. Et pour revenir justement sur Euro 84, on a lu avec Michel, notamment justement cette pression que tu avais durant 84, et notamment le match contre le Danemark, où tu es un peu critiqué, et ça te touche vraiment personnellement, et je crois même que tu disais que tu étais prêt à démissionner de l'équipe de France suite aux critiques que tu as eues Donc, sur le ouais, Danemark. tu le dis quelques mois après en interview. Hein. Je pense pas que c'est durant la compétition. Et tu te Non, non. souviens de cet épisode un peu délicat? Alors non, alors après le Danemark, je ne me souviens vraiment pas de cet épisode. Je sais que j'ai pu être critiqué, mais plutôt au moment où je signe au Matra Racing, on a remis en cause ma D'accord. place en équipe de France parce que c'était la Ligue 2, enfin la seconde division. Peut-être qu'il y a eu des critiques aussi pendant l'Euro. Euh, J'avais un vrai challenge. Hein. Marius, c'était mon idole de jeunesse avec Henri Michel. Et donc, il fallait quand même que j'avais déjà remplacé Henri à Nantes en étant Mmh. libéraux. Donc, ça se passait plutôt bien, même très bien. On avait été champion en 82, 83. Et là, il fallait aussi succéder à Marius. Ça se passait dans un style différent. Michel Hidalgo, je crois, avait hésité entre Patrick Battiston et moi-même. J'avais fait un match en amical au Portugal en 83. Ça s'était très bien passé. Donc, il m'avait gardé. Donc, j'avais pas vraiment de soucis sur la possibilité pas de briller, mais d'être utile dans le poste de libéraux. Mais on avait des copains journalistes qui étaient assez costauds. Ils sont restés des amis, mais parfois, il leur arrivait de critiquer assez durement. Et ouais, donc pour parler des journalistes justement, donc tu parles bon, on parle de ce match du Danemark et le passage au Matra où tu es un petit peu éviscéré par les journalistes. Tu passes du prix, je crois que c'est le prix Orange au prix Citron. Dans une Voilà. interview où on dit que tu passes de Relax Max à Mad Max. Tu peux un petit peu nous. On a, bon, alors, c'est peut-être une question d'époque, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer maintenant, en 2024, où les joueurs sont un peu les maîtres, ils ont des agents qui décident un peu de tout. On a un peu du mal à comprendre quel était exactement le problème. Tu pars au Matra pour un club ultra ambitieux, le PSG version Qatar, avant le PSG avant version Qatar, avec un vrai passionné de foot, avec un industriel qui a réussi dans énormément d'industries, et tu es critiqué, et comme si brusquement tu allais perdre ton niveau parce que tu jouais en deuxième division. Et je rappelle qu'à l'époque, la deuxième division, c'était deux groupes. C'était quand même très, très, très intense. C'était une soixantaine d'équipes, donc c'était pas non plus. Tu partais pas dans un championnat au Moyen-Orient à jouer contre des touristes. Tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi il y a eu autant de critiques qui se sont abattues sur toi à ce moment-là? Alors, sincèrement, les critiques sportives en disant que j'allais perdre ma place en équipe de France parce que j'arrivais au Matra qui venait de descendre en deuxième division, c'était plutôt une fausse excuse de la part des journalistes et des gens. C'est surtout le fait que mon transfert, enfin, il n'y avait pas de transfert puisque j'étais en fin de contrat avec le FC Nantes, ma signature avait été très médiatisée. Et c'était la première fois peut-être qu'un très grand industriel, parce que Lagardère faisait partie des plus grands industriels européens, investissait autant dans le football. Et donc, j'étais paré de toutes les vertus au FC Nantes, et d'un seul coup, les titres ont fleuri, le veau d'or se porte bien. En définitive, on a pensé au Racing pour l'argent et uniquement pour l'argent. Alors qu'il y avait un challenge extraordinaire de 4 ans.
Il fallait remonter tout de suite en Ligue 1. Si jamais il n'y avait pas remonté, j'aurais été libre. On avait un deal avec Monsieur Lagardère. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il y a eu de la jalousie, sincèrement, à l'époque, de la part des journalistes déjà, et également parfois aussi de la part de copains ou d'anciens copains qui ont vu mon contrat au Racing dépasser un peu les cases et qui ont pu être un peu jaloux. Donc j'ai ressenti ça tout de suite, très vite, y compris par rapport à certains du FC Nantes. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, ou du moins sourire, c'est qu'on remonte tout de suite en Ligue 1. On est champion de France de seconde division. On est champion de groupe. On bat Saint-Etienne pour le titre honorifique champion de France. Je pars à la Coupe du Monde 86. Et derrière, tout le monde veut venir au Matra. J'ai été critiqué par tout le monde, mais tout le monde veut venir. Alors, Louis, Évidemment. Francis Colli, Lidbarski. Après, on a eu Pascal Olmeta, David Ginola, il y avait Thierry Tussaud, il y avait donc tout le monde. Bon, c'est très bien parce que quand même, il y avait des bons contrats pour l'époque et aussi un challenge sportif qui était a priori très, très alléchant. Donc, ça m'a fait bien sourire quand même à l'époque. Être le précurseur, c'est toujours difficile, hein, parce qu'effectivement, c'est toi. Mais surtout de la part de M. Lagardère. Hein. Il était le précurseur. Et je pense que le football français n'était pas du tout prêt à recevoir dans ses rangs un homme d'affaires de sa trempe, de sa carrure. Et j'ai même ressenti de la jalousie, je ne veux pas aller plus loin, même de la part de la présidence ou de président d'époque de la fédération. Donc, ça a été très loin. J'ai refusé de donner, je me suis bien expliqué pendant 2-3 mois à tous les journalistes. J'étais copain des sélections. J'avais 30 ans, un peu en fin de carrière. Il était à peu près normal quand même que j'essaie de gagner un peu mieux ma vie, même si j'étais redemandé par Tottenham et PSG avec des contrats similaires. Mais ça n'a pas suffi. Donc, je me suis coupé pour la première fois de ma vie des journalistes. Et puis, il a fallu que je me bagarre sur le terrain pour montrer que j'étais tout à fait capable d'aller. Il m'a fallu 7-8 mois pour montrer que un France-Argentine, je crois, contre Maradona, pour montrer quand même que je méritais d'aller au Mexique. Alors, tu dis dans ton livre que tu avais. Alors, je ne sais plus si dans ton livre, dans une interview de l'époque, où tu dis un peu que tu avais une revanche à prendre, justement, et que tu t'es remis au travail pour montrer que tu avais le niveau. Est-ce que tu penses que le Max Bossis qui part de Nantes est moins bon que le Max Bossis un an après le début de son expérience au Matra, où tu t'es apparemment entraîné, un peu remis en question et tu avais vraiment ce sentiment de revanche? Non, je pense que jusqu'à 31 ans, j'avais le même niveau. À Nantes, de 27 à 30 ans, on a été champion en 82-83. Je suis en défense centrale, en équipe de France également, ça arrive juste derrière. Je pense que le niveau était le même, mais j'ai voulu vraiment prouver que justement, j'avais gardé le même niveau. Il y a eu une réunion avec Henri Michel après ma signature au Matra. Et je lui ai carrément posé la question. Je lui ai dit, Henri, est-ce que tu veux me prendre pour la Coupe du Monde 86 avec tout ce qui se dit sur moi? Et il m'a dit, oui, dans le groupe, pas de souci. Mais par contre, titulaire, c'est pas sûr. Je lui ai dit, mais titulaire, je suis en équipe de France depuis 10 ans. Alors, il y avait la concurrence de Patrick Battiston qui marchait très fort à Bordeaux. Mais malgré tout, j'estimais que je méritais des titulaires. Et je l'ai quand même prouvé. C'est peut-être ma plus grande victoire cette année-là. La première année au Matra, en seconde division, montrer que je pouvais garder ma place en équipe de France et terminer par une Coupe du Monde à mon meilleur niveau malgré tout. Et est-ce que tu penses que parce que tu connaissais bien Henri Michel, ça t'a aidé pour devenir titulaire ou absolument pas? Non, ça ne m'a pas aidé. Michel Hidalgo, je pense, aurait peut-être eu le même questionnement, mais j'aurais pu, je pense, avec lui, être titulaire aussi. Et puis, après, arrivé là-bas, bon, j'ai aussi aidé Henri sur début de couverture alternée avec Patrick Battiston. Donc, après le premier match, on a un peu changé nos fusils d'épaule et j'ai accepté pour ma dernière Coupe du Monde de la terminer, de jouer tous les autres matchs carrément en tant que stopper. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Tous les deux défenseurs centraux sont sur la même ligne. Mais donc, voilà. Donc, Henri n'a pas eu trop à se plaindre, justement, de mon implication sur le terrain et en dehors. Et je lui devais bien ça, car pour moi, c'était un modèle. Et donc, tu viens de mentionner Battiston et donc un petit peu cette rivalité que vous avez eue à cette époque. Je suis tombé sur un article je crois que c'est de 84, de 85, où le journaliste dit oui, alors apparemment Platini préférait Battiston à ce poste-là
toi qui as commencé en même temps que Platini en 76, je crois que vous commencez le même premier match, qui a joué avec lui en junior. Est-ce que ça crée un peu de tension entre vous deux, ce choix, cette préférence à Battiston, ou est-ce que vous l'abordez même pas lors des rassemblements? Non, on l'a pas abordé. De toute façon, je pense que Michel, comme 2 ou 3 cadres, peut-être un peu plus que quelques autres cadres, avait son mot à dire, mais jamais il n'a eu son mot à dire, pardon, avec les compositions d'équipe, notamment avec Michel Hidalgo. Après, c'est vrai qu'il était très proche de Patrick Battiston, que moi je jouais au Matra en seconde division, que Bordeaux jouait le titre avec une charnière, je crois, Battiston-Léonard Spech. Donc, ça pouvait un peu faciliter les préférences entre guillemets de Michel Platini. Mais quelque part, moi, j'ai jamais eu. Enfin, j'étais très très ami. On a toujours été en concurrence avec Patrick, mais on a souvent joué tous les deux, puisqu'on a joué à tous les postes de la défense, et on était très très proches tout le temps. Cette concurrence a toujours été saine. Et après, je n'avais pas forcément besoin de faire partie d'une cour quelconque pour me défendre et pour montrer que je pouvais avoir ma place sur le terrain. Donc sur ce plan-là, bon, il n'y avait pas de souci relationnel particulier. D'accord. Une des choses qu'on a aussi un petit peu découverte lors de ces entretiens, c'est la différence de management entre Hidalgo et Henri Michel. Hidalgo était très proche des joueurs. Il avait son cercle de joueurs auxquels il faisait confiance, dont tu faisais partie. Il y avait toi, il y avait Giresse, il y avait évidemment Platini, Marius Trésor. Est-ce qu'Henri Michel avait un peu le même mode de fonctionnement, ou est-ce qu'il était un peu plus, comme il était en plus très jeune, est-ce qu'il était du coup un peu plus, je dirais pas coupé des joueurs, mais qu'il avait tendance à être plus tranché dans ses choix? Il n'avait pas la même personnalité, mais il n'était pas tranché dans ses choix. Peut-être même que Michel Hidalgo était plus tranché dans ses choix qu'Henri, qui débutait à ce niveau-là, du moins au niveau de l'équipe A. Henri aimait également s'appuyer sur les cadres de l'équipe de 84 à 86, il l'a fait souvent, et jusqu'à la fin de la Coupe du Monde au Mexique. Mais c'était une façon différente, un discours différent. Michel Hidalgo insistait sur le fait enfin, du privilège qu'on avait de représenter la France, d'être sur un terrain alors que des centaines de milliers de footeux français voulaient être à notre place. Donc il essayait un peu de dédramatiser la pression. Henri, lui, la prenait plus de face, la pression. Je pense qu'il était un peu différent, sélectionneur que joueur. Joueur, à Nantes, c'était le boss, il avait peur de rien ni de personne, et quand il parlait, tout le monde la fermait entre guillemets. En équipe de France, il tâtonnait un peu plus, mais ça me paraît tout à fait logique parce qu'il rentrait dans de nouvelles fonctions, même s'il a été champion olympique, dans de nouvelles fonctions, et donc il aimait s'appuyer sur quelques joueurs dont je faisais partie. Justement, pour faire suite à la question de Michel sur toi, tu as 75 sélections en équipe de France qui équivaut 76. 76, 76. ce qui équivaut à maintenant à 250, c'est-à-dire que tu aurais à l'heure actuelle Pas 200, 255. on va dire 100, 110. Ouais, Au bah t'es moins. généreux parce que pour moi, je pense qu'ils jouent plus 15 matchs maintenant par saison, les joueurs de l'équipe de On en France. jouait 6 ou 7. Nous. Ouais, exactement. Donc moitié moins, c'est pour ça que je me dis bon à peu Ouais, et près. puis il y avait tous les amicaux contre Mönchengladbach, contre des Ça trucs ne comme comptait ça. pas. Ouais, qui comptait pas. Et est-ce que, donc, tu as quand même une énorme expérience en équipe de France, est-ce qu'à un moment donné, tu aurais voulu être sélectionneur des Bleus? Est-ce que c'est quelque Non. chose que... Non, ok. Non, sélectionneur, non. Je pense qu'entraîneur ou sélectionneur, c'est une vraie vocation que je n'avais pas forcément. Alors, j'aurais pu intrinsèquement, je pense, oui, faire les efforts pour passer les diplômes d'entraîneur. D'ailleurs, j'ai eu des demandes d'entraîneur dès la fin de ma carrière, tout comme des demandes aussi de dirigeants, de directeurs sportifs, que j'ai refusé, justement pour raison familiale, parce que je ne me voyais pas repartir aux quatre coins de la France après 20 ans de foot. Mais sélectionneur, ça n'a jamais été un rêve particulier. C'est pour ça un peu qu'après le foot, je suis resté proche du sport en étant consultant sur différentes chaînes, avec pas mal de relations publiques, avec des entreprises qui s'intéressaient de près au sport, au football en particulier. Mais ça m'a permis un petit peu
de sortir de ce milieu sans jamais l'abandonner totalement. Je pense qu'on fait des rencontres très enrichissantes quand on essaie de côtoyer différents milieux socio-professionnels. Ça permet un petit peu de s'enrichir. Et comme ça, tu as rencontré deux jeunes journalistes qui débutent dans le podcast. Donc, effectivement, tu as raison. Voilà. Et c'est comme ça que je vous ai rencontrés tous les deux. Ah, une belle histoire. Une belle histoire. Et donc, Henri Michel, pour en revenir, nous, ce qui nous fascine un peu, donc déjà le personnage nous fascine, son époque nantaise, on en parle beaucoup sur le podcast parce que c'était le Georges Best français, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau leadership, au niveau créativité sur le terrain, et puis aussi au niveau après, pour la troisième mi-temps. Comment est-ce que tu penses il est passé de l'autre côté? Parce que j'imagine que quand tu es quelqu'un avec une réputation d'énorme fêtard et tu te retrouves ensuite sélectionneur, comment est-ce que tu arrives à gagner le respect des joueurs? Ça, c'est une question qui me taraude beaucoup. Après, tout est une question de mesure. On le savait très bien qu'il aimait beaucoup les troisièmes mi-temps, mais il donnait toujours le meilleur de lui-même sur le terrain et à l'entraînement. Il pouvait ne pas dormir après un match et mener le footing le lendemain au parc de Procé à Nantes. Donc, quelque part, il était quand même le joueur phare et celui qui donnait toujours l'exemple. Et d'ailleurs, moi, j'étais jeune, hein, je regardais l'équipe nationale et même s'il y avait des joueurs de talent, il est tombé vraiment, il n'a pas eu de chance sur une génération qui n'a pas gagné. Et je le voyais s'époumoner et être numéro 8, numéro 10, numéro 6 en même temps. Il courait pour 4. Et je trouve qu'il aurait il aurait mérité une carrière de joueur encore plus grande. Mais le fait qu'il soit sélectionneur et en ayant une vie particulière, c'était pas un souci. Le principal, c'est qu'on lui demandait d'être ce qu'il était, avec une forte personnalité qu'il a toujours eue, même si, encore une fois, je pense que sa personnalité était plus forte joueur que sélectionneur. C'est vrai que c'est une autre étape. Hein. C'est un niveau, Oui. c'est un niveau au-dessus, hein, pour être honnête, en termes d'attendu. Hein. Donc, c'est normal que ça soit plus difficile. Et on l'a bien vu même avec Michel Platini, quand il était sélectionneur, hein, c'est quelque chose qu'on a découvert lui-même, des difficultés, des tâtonnements, alors que, pareil, hein, sur le terrain, on a vu peu de joueurs critiquer son aura et son leadership. Oui, on maîtrise mieux quand on est joueur, hein. On sait quand on a été bon, on sait quand on a été mauvais. On dépend bien sûr des copains, des coéquipiers, mais pas tant que ça quand même. Donc, c'est presque plus facile qu'entraîneur ou sélectionneur, où il faut tenir compte des égos. Encore aujourd'hui, c'est peut-être pire. Parfois démesuré des joueurs, de leurs besoins. Il faut avoir un discours différent selon les personnalités. Certains, il va falloir les encourager parce qu'ils manquent tout à fait de confiance. D'autres, c'est l'inverse, ont tendance à se laisser aller. Donc, c'est un vrai métier, sélectionneur ou entraîneur, qui est plus complexe que celui de joueur. Et tu dis dans le livre, enfin, je sais pas si tu le dis dans le livre, mais en tout cas, tu nous l'avais dit durant le podcast, et tu disais que si on te l'avait demandé, tu aurais sûrement considéré continuer pendant encore peut-être un an ou deux. Ce qui est étrange parce que dès 81-82, tu dis déjà, je me vois pas aller au-delà de 86. Tu avais déjà prévu quand tu allais prendre ta retraite, plus ou moins. Est-ce que du coup tu regrettes un peu? Alors je sais que tu disais que c'était la fédération qui avait vraiment mal préparé l'après-génération Platini, que toi, tu n'avais pas vraiment senti qu'on essayait de te garder. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait un appel du pied peut-être à Henri, avec lequel tu étais proche, ou avec la fédération pour continuer un petit peu plus après 86? Non, j'avais pris la décision avant 86, un an ou 2 ans avant, en disant que c'était la dernière Coupe du Monde si jamais on avait le bonheur de se qualifier. J'avais 31 ans. C'est vrai que dans l'absolu, je pouvais peut-être tenir un an ou 2 ans de plus, mais il vaut mieux partir en étant regretté que l'inverse. Alors après, ce que je dis simplement, c'est que la présidence de l'époque n'était pas très encline à faire en sorte de garder les grands anciens. Alain Giresse s'arrêtait, Dominique Rocheteau aussi.
Je crois que Bernard Lacombe aussi s'était arrêté. Donc, on nous a pas non plus forcé à rester 1 ou 2 ans supplémentaires. Mais moi, j'avais pris ma décision parce que ça faisait quand même 4 phases finales, beaucoup de stages. À chaque fois, on part 1 mois et demi, 2 mois entre la préparation en Foromeux, préparation sur place et puis la compétition. Les compétitions, on allait au bout. Donc, c'était surtout ces raisons-là qui font que j'ai préféré m'arrêter à 31 ans. Et puis, il vaut mieux être regretté encore une fois et laisser la place à d'autres. Ce qui est marrant, c'est D'accord. que ce sujet de quand est-ce que ça arrête, il y a eu ce débat dans les années 2000 quand on a vu que Marcel Desailly avait fait la compétition trop, Lilian Thuram avait fait la compétition trop, William Gallas avait fait la compétition trop, et ils ont été critiqués justement sur ce sujet-là. Donc c'est intéressant, hein, la difficulté pour un défenseur central ou pour de trouver le bon timing de dire au revoir, parce que il est énormément poussé et sollicité pour continuer, mais en revanche quand ça se passe mal, il est énormément aussi critiqué, quoi. Oui, et puis en France, il y a toujours aussi cette question d'âge. Mm. On fait un mauvais match à 25 ans, eh bien les journalistes, les spectateurs vont dire qu'on a fait un mauvais match, qu'on n'était pas en forme. On fait un mauvais match à 34 ou 35 ans, c'est parce qu'on est vieillissant, alors que peut-être pas en définitive, on n'est Mm. pas Ouais. forcément vieillissant. Donc on connaît un peu cette mentalité française où on arrive vite à mettre de côté ceux qui sont en fin de carrière sportive. Pas seulement dans le foot, hein, c'est un petit peu Ouais, bien aussi sûr. vrai dans d'autres sports. Donc moi, j'ai préféré anticiper ça en disant 31 ans, c'est le bel âge pour partir. Après que Marcel Desailly, Laurent Blanc, Lilian Thuram et bien d'autres aient continué bien plus longtemps, ça me paraît aussi logique, même si un jour, il faut laisser sa place. Mais on n'a pas la même façon de voir un mauvais match dans l'environnement quand on a 35 que quand on a 25. D'accord. Alors, on va parler quand même, hein, on ne peut pas ne pas parler de 82 et 86. Tu en parles évidemment dans le livre, tu en as parlé dans le podcast. Mais on va essayer d'être un peu original. Si tu devais rejouer un match de Coupe du Monde, lequel choisirais-tu? Alors, évidemment, tu as 78 aussi, mais j'imagine que c'est quand même des souvenirs un peu moins intenses pour toi. Mais si tu pouvais choisir un match que tu pouvais rejouer avec éventuellement un résultat différent, lequel choisirais-tu? Évidemment, le France-Allemagne de Séville. D'accord. Parce que il s'est passé vraiment beaucoup de choses, mais aussi parce qu'on menait 3-1 à un moment et qu'on peut avoir le regret éternel, nous, joueurs de cette génération, de ne pas avoir su garder ce résultat. Euh, je pense qu'on a fait les mauvais choix à ce moment-là. On aurait dû justement essayer de le conserver à tout prix, quitte à balancer le ballon dans les tribunes, mais on n'était pas fait pour ça. Après, Ouais. on a su faire en 84, même dans des circonstances difficiles, on savait garder le résultat. Je pense que c'est ce match que j'aurais aimé rejouer après 3-1, essayer de se parler sur le terrain, ne pas être très joli comme ça savaient le faire les Allemands, mais avec souvent la victoire au bout. Et nous, je pense on aurait pu gagner. Donc c'est 15 minutes quoi que t'aurais que t'aurais voulu rejouer. Ouais, il fallait changer. En plus, ça m'aurait bien arrangé parce que ça m'aurait évité de partir au tir au but après Ouais. l'égalité parfaite Ouais. au bout des 5 premiers tireurs. Ouais. Si t'as fait 3 coupes du monde avec 3 groupes différents, c'est c'est quel groupe que t'as préféré entre 78, 82 et 86 en termes de groupe de personnes? Peut-être celui de 82, car on n'avait pas on ne connaissait pas vraiment notre valeur. On savait qu'on était sur une phase ascendante, on gagnait pas mal de matchs, notamment en France, de matchs de qualification, mais on avait du mal à s'étalonner par rapport aux grandes équipes européennes ou mondiales, et jusqu'au France-Allemagne pratiquement. Et le fait d'avoir tenu la dragée haute et d'avoir fait au moins jeu égal avec les Allemands nous ont permis de croire en nos qualités. Donc cette équipe de 82 qui nous a permis certainement d'avoir confiance. Après, le groupe le plus intéressant, c'était 84. 84, que Michel Platini n'avait aucune blessure, il était au top de sa forme, contrairement à certaines Coupes du Monde. On était tous entre 23 et 27 ans, à part quelques 29 ans, à part quelques jeunes qui arrivaient. Et ce groupe-là était vraiment le plus fort. Peut-être plus fort qu'en 82 et plus fort qu'en 86. Et question d'un auditeur, quel est le défenseur avec lequel tu as préféré jouer en équipe de France ou en club?
Ah, c'était Marius Trésor. C'était D'accord. Marius, j'étais à gauche, je le suivais depuis ses débuts en équipe de France. Il avait d'ailleurs commencé latéral et après il était libéraux. Et donc me retrouver à ses côtés à 20 ans et demi lors du premier match en 76 contre la Tchécoslovaquie, pour moi c'était une victoire monumentale. J'étais à côté de mon idole comme défenseur. Et bien sûr il y avait Beckenbauer, mais malheureusement j'ai pas pu jouer contre lui. Il était un petit peu plus âgé. Mais c'est Marius, oui, qui m'a fait aimer un petit peu ce peu de défenseur et qui montrait le plus de qualité physique, athlétique assez incroyable à l'époque. Grosse coup pour nos auditeurs, hein. J'annonce en live que Marius Trésor sera sur le podcast des légendes dans 10 jours. Ouais. Voilà, Guillaume, Ah, je te c'est laisse très la bien, ça parole. tombe très bien. Ouais, exactement. Et justement, petite question sur Marius Trésor. Est-ce que tu sais de quel club Marius Trésor est fan? Question difficile, hein. Il est fan d'un club et Ah, c'est surprenant. en France, Non, je ne sais pas. Non, sincèrement, je ne sais pas. il est fan d'Arsenal, ce qui est étonnant. Et Ah, c'est un vrai fan d'Arsenal, effectivement. On a découvert ça. Donc, petit avant-première du podcast où on apprend que Marius, effectivement, est un fan d'Arsenal et qui suit attentivement les Gunners. il y a eu Wenger, il y a eu beaucoup de Français, Exact. peut-être aussi il est suivi pour ça un petit peu. Alors, on a justement en parlant d'anciens joueurs, on a posé des questions à tes anciens coéquipiers, des amis du podcast. Alors, je vais te poser la première question que Joël Batz, qu'on adore, hein, Joël, si tu nous écoutes, on t'embrasse très fort. Joël qui disait que lorsque vous étiez dans les rassemblements, vous chantiez cette chanson il est libre Max, et il demandait combien de fois tu penses avoir entendu cette chanson pendant les rassemblements, cette chanson d'Hervé Cristani, il est libre Max. Alors, je l'ai plus entendu à Marcel Sopin, l'ancien stade de Nantes, que pendant les rassemblements de l'équipe de France. C'est vrai que c'était un grand tube d'Hervé Christiani, une chanson que j'aimais beaucoup. Mais à chaque match à Sopin, pendant même quelques années, il y avait cette chanson qui passait avant chaque match. Donc, je l'ai beaucoup entendu Donc à tu dois Sopin. plus, Un tu petit dois te peu moins en sortir par les trous de rassemblement. Je nez. ne me souviens même pas qu'on chantait ça en rassemblement, mais c'est vrai que Joël était assez réservé, mais malgré tout avait énormément d'humour, donc on a dû plaisanter là-dessus, oui, je pense. D'accord. Alors, autre question, celle de Dominique Battenet. Je pense qu'il doit voir cette question parce que il était un petit peu dans le même état d'esprit. Il te dit quelle a été ta réaction quand tu es passé de Nantes au Racing. Je rappelle que lui, il était passé du rival stéphanois au PSG, un petit peu dans la même si le PSG était quand même, je pense, mieux structuré que le Matra à l'époque. Il dit quelle est ta réaction au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, au niveau de la famille, etc. Ouais, ça a été un saut dans le vide, hein. À Nantes, c'était vraiment un cocon qu'on connaissait. On vivait dedans depuis l'âge de 17-18 ans. On ne partait pas du FC Nantes avant 7, 8, 10, 15 ans. Donc évidemment, c'est un tout autre monde. Mais quelque part, moi, j'étais préparé à cet autre monde. J'avais décidé avec mon épouse 6 mois avant, quoi qu'il arrive, de partir du FC Nantes. Parce que j'estimais qu'on n'était pas toujours reconnu à sa juste valeur quand on restait trop longtemps dans un club. Tout ce qu'on faisait de bien était tout à fait normal pour l'entraîneur, les dirigeants, tout le monde. Et les rares fois où on se plantait, on était critiqué. Donc, j'ai voulu connaître un autre club, le Matra, dont j'y suis allé avec un bon état d'esprit. Et j'étais d'autant moins perdu que j'étais en équipe de France depuis longtemps. Donc, je savais sans prétention que j'étais capable de m'adapter à un autre entraîneur, à un autre club, à d'autres dirigeants. Et donc, j'y suis allé avec un petit peu de confiance quand même. Alors, autre question, cette fois-ci de Jean-Marc Guillou, le maestro comme on l'appelle. Il disait que tu es un droitier qui a pratiquement fait toute sa carrière au poste de latéral gauche. Pourquoi? Il dit que tu as cette particularité comme Manuel Amoros. Ah oui, je n'en sais absolument rien. Peut-être parce que j'ai commencé latéral gauche en présélection. Sélection de Vendée, les sélections d'Atlantique, après les présélections juniors. Donc on m'a mis à gauche
J'étais droitier, mais par contre, je me débrouillais du pied gauche. J'étais capable de dribbler du pied gauche, de centrer quand même du pied gauche, même si c'était pas mon meilleur pied. Et puis, c'était peut-être au début de ma carrière le côté du terrain où j'étais le plus à l'aise pour défendre, notamment au niveau des tacles. Je taclais beaucoup les 2-3 premières années. Après, j'ai beaucoup moins taclé en prenant de la vitesse. Mais c'est vrai que c'était un petit peu paradoxal de débuter à gauche alors que j'étais droitier. Manu Amoros, lui, a joué des deux côtés, mais il a surtout joué du côté droit. Petite question quiz. Moi, j'aime bien les petits quiz sur tes coéquipiers, notamment, tu indiquais que tu étais un peu proche de Loïc Amis. Est-ce que tu serais capable de nous citer son activité préférée quand il était joueur? Alors non, c'est très, très dur. Était, la peinture, menuiserie ou peinture, la peinture, je dirais. C'est ce qu'il faisait avant ouais, exactement. Alors, c'est exactement ça, mais c'est pas ce qu'il nous a dit. Alors, il nous a dit qu'effectivement, il était un fan le jardinage. Le jardinage. C'est très, attention, c'est une question qui est très pointue. Hein. Disons que, ouais. Et le alors, jardinage, il aime bien. Ouais, le jardinage, il adore, mais c'est son activité préférée depuis qu'il est à la retraite. Donc, tu as raison depuis qu'il est à la retraite. La peinture, c'est avant le foot. Il te reste juste pendant le foot. Et si tu trouves, alors, je t'offre mon livre dédicacé. je ne vois pas le reste. Alors, Michel, je te laisse peut-être. Pourrait, mais... Alors, si je me souviens bien, hein, c'était la sieste. Le golf. C'était la sieste. Ah, d'accord. Donc, il nous a confié que son activité préférée, son hobby en dehors de quand il était joueur de foot, c'était la sieste et que c'était son activité préférée. Donc voilà, écoute, c'est un petit moment où tu peux. Quand il était joueur de foot. Ouais, quand il était joueur de foot. Même chose pour moi, oui. D'accord. La sieste. C'était pas l'activité préférée, mais bon, disons que pour récupérer, c'était bien de pouvoir faire la sieste. D'accord. Alors, on va passer aux questions d'actualité. Comment est-ce que tu vois cet Euro qui arrive? Donc, ça va être évidemment les 40 ans de la victoire française. Est-ce que tu penses que l'équipe de France a ses chances? Oui, depuis pas mal d'années, l'équipe de France a toujours ses chances. Il y a tellement de valeurs individuelles et collectives qu'à chaque fois qu'on aborde une compétition euro ou mondiale, c'est dans le but d'aller au bout. Alors évidemment, parfois, il y a un écart entre vouloir être champion à tout prix et l'être vraiment, mais je pense que l'équipe de France, oui, a vraiment tellement de qualité. Elle peut faire la différence à chaque fois, même s'il laisse le ballon à l'adversaire, et surtout si elle laisse le ballon à l'adversaire, avec des joueurs qui vont si vite devant. Donc oui, je les vois aller très très loin. Demi-finale est un minimum. D'accord. Ok. On transmet ça à Dédé. Est-ce que tu as un petit chouchou dans l'équipe de France actuellement? J'en avais, mais il n'est plus là. Raphaël Varane, j'aimais bien. Le chouchou, bon, il y en a plein. Hein. Les défenseurs sont tous bons. Après, j'aime le jeu de Dembélé. J'aime bien sa facilité de course, cette course de lier, cette vitesse qu'il a presque sans forcer naturellement. Et c'est quelqu'un capable de désarçonner n'importe quel défenseur et j'aime bien. Alors, on a vu parle de Mbappé, donc il faut parler de Dembélé également. Alors, on a vu Alain Giresse, vous avez sensible, alors il est un petit peu plus âgé que toi, mais vous avez sensiblement le même âge. On l'a vu, il y a eu des images de lui qui jouait pour les 100 ans du Parc Lescure, où il avait encore vraiment un sacré toucher, une sacrée condition physique. Alain, on a aussi eu la joie de l'avoir sur le podcast. Est-ce que tu penses que tu pourrais encore jouer un match de 90 minutes? Absolument pas. Déjà, si je tiens 10 minutes, ce serait un miracle. Contrairement à Alain et aux joueurs qui sont assez petits, c'est pas péjoratif. Je crois que les grands, on a plus de problèmes après la carrière, notamment au niveau vertèbres, articulation, cruralgie, sciatique. Et moi, j'ai beaucoup de soucis avec ça. Autant je peux marcher sans problème pendant 20 km et faire le jardin encore, mais courir, ce serait difficile. Je pourrais mettre, en maillot, en short, et puis faire 5 minutes comme a fait Marius Trésor, et puis après j'arrête. D'accord. Et alors, est-ce que tu as un défenseur dans lequel tu te reconnais actuellement? Aujourd'hui, non. J'ai parlé de Varane. Il y a eu Laurent Blanc avant Varane, donc qui était peut-être plus libéraux que défenseur central. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
je reconnais un petit peu quand même tous ceux qui jouent au poste de latéral, car c'est un poste qui demande énormément de qualité offensive. Et moi, quand j'ai débuté, on demandait aux défenseurs latéraux de Pas bouger. donner le plus vite possible, de pas passer le milieu de terrain. Ouais. Et donc, quelque part, je suis assez heureux de voir jouer aujourd'hui tous ces défenseurs. Je pense qu'on a été quelques-uns un peu à la base, malgré tout, Oui. du changement de rôle dans ce poste-là. Il y avait beaucoup de défenseurs latéraux de valeur, de Gérard Janvion en passant par Baptiston, Amoros. Il y avait aussi à Nantes William Ayache, Thierry Tussaud et d'autres. Et donc, il y avait énormément de concurrence et on a changé un peu, alors les entraîneurs également, ce rôle de défenseur qui était quand même assez limité. Donc, j'aime bien voir, oui, la participation offensive ce qu'on appelle maintenant des joueurs de couloir, quels qu'ils C'est vrai soient. que Mais ça, de France, ne sont pas toujours les mêmes qui sont titulaires. non, et effectivement, nous, c'est un peu notre conclusion du podcast, c'est que sur ce poste de latéraux, il y a vraiment deux précurseurs, c'est toi et Gérard Janvion, le Cerbère qui avait vraiment révolutionné. Hein, alors, le rôle de latéraux, pas nécessairement sur les mêmes positions, mais en tout cas sur la même volonté de dépasser le milieu du terrain, qui était quand même pas le cas. Alors, question un peu stupide, hein, mais c'est un peu aussi la marque de fabrique du podcast. Quel était ton surnom préféré? Donc, évidemment, il y a le Grand Max. J'ai vu que dans des articles de l'époque, il y a eu Relax Max à un moment, il y a eu Mad Max aussi lors de ta période Matra Racing. Est-ce que tu avais un surnom que tu préférais? Max m'allait, ou le grand Max m'allait bien. Le grand Mm. Max, puisqu'à l'époque, faire un peu plus d'1,85 m, c'était relativement rare. Il y avait très peu de genres de chants, à part Yvon Leroux qui faisait plus d'1,85 m. Donc, je trouvais que c'était un surnom sympa, qui collait bien à ma personnalité. Après, il y en a eu d'autres qui me plaisaient moins, de par mes origines vendéennes ou mon comportement, Max Taiseux, tout ça. Donc, c'était vrai au début, mais ça l'a pas été forcément par la suite. Donc, non, mais les surnoms semble que j'ai eu. Max, déjà, c'est un beau surnom. Je pense que c'est plus sympa, même si Maxime est un beau prénom. Mais Max, c'est un beau surnom. Ça me va bien. Et comment t'appelles ta femme? C'est quoi ton surnom pour ta femme? Jo, parfois. Jocelyne, Jo. D'accord. Et elle t'appelle comment? Max. Ok. Jamais Maxime. Jamais Maxime. Et puis, il y a un problème aussi avec le nom. Tout le monde dit Bossis, tous les journalistes. On ne prononce pas le S. J'avais demandé conseil il y a longtemps à mes parents en disant non, on ne prononce pas. Donc, on doit dire normalement Max Bossy et non Max Bossy. Mais tout le monde disait, ça ne me dérangeait pas, hein, mais tout le monde prononçait. D'accord, alors ce sera rectifié. Comme Je rappelle, Bruno hein, Bellone, voilà. auquel on fait maintenant hyper attention avec Michel, parce qu'on l'appelait toujours Bruno Bellone, et maintenant on dit toujours Bruno Bellone pour Ah être oui, certain. Bruno Bellone, oui. Un énorme merci, et on est ravis de t'avoir comme premier invité pour un live. On n'en a jamais fait avec Michel, et franchement, on ne pouvait pas rêver mieux que de t'avoir pour ce premier live pour nous. J'ai une petite question, et en plus, c'est une question qui devrait venir de Michel, parce que c'est lui qui a trouvé cette pépite. Dans un entretien dans le passé, quand on parlait justement de ta carrière à l'étranger, encore, et on disait, bah Oui. tiens, pourquoi Max, vous n'êtes pas parti à l'étranger? Toi, tu disais, ouais, c'est vrai que ça m'intéresse, mais il y a surtout un pays qui m'intéresse, c'est la Suisse. Et à ce moment-là, dans cet entretien, tu dis que ton rêve, c'est d'aller jouer en Suisse. Alors, la rêve, c'est pas vraiment rêve, mais tu dis effectivement le champion étranger qui t'intéresserait le plus, c'est la Suisse, ce qui nous a un petit peu surpris, ouais. Alors, oui, c'est un peu surprenant. Alors, peut-être que ma langue a fourché. Le pays qui m'intéressait, c'était la Suisse. C'est vraiment un pays agréable, avec une belle qualité de vie. Après, il y avait de bons clubs qui m'avaient demandé, d'ailleurs, à 30 ans aussi, le Servette de Genève notamment. Mais sincèrement, oui, je pense qu'il y avait des pays peut-être plus flatteurs au niveau du football que la Suisse. Angleterre, l'Italie à l'époque m'aurait bien plu. L'Italie m'aurait bien plu. Et en deuxième pays qui m'aurait plu, c'était l'Angleterre. Bah, l'avantage, c'est que comme tu as changé ton nom en Bossi, ça faisait à la moitié italien et ça aurait passé exactement. J'ai un nom à Bossi, ouais, c'est un nom italien. Je crois d'ailleurs avoir quelques origines italiennes, mais ça fait beaucoup de générations passées. Mais bon, c'est vrai que l'Italie, surtout qu'à l'époque, quand même, aujourd'hui, il y a des grands clubs, mais les clubs italiens étaient parmi les meilleurs au monde.
Ouais, Merci clairement. beaucoup en tout cas. Ah, maintenant, évidemment, Guillaume, le football suisse à l'époque, je pense que ce qui devait sûrement t'intéresser, c'était le jeu chatoyant de Gilbert Gress, hein, qui était entraîneur du Xamax à l'époque. En tant que Oui. Strasbourgeois, je devais bien entendu en parler. Alors moi, dernière question, alors juste personnellement, si la France gagne contre l'Allemagne en 82, est-ce que tu penses que vous auriez battu les Italiens derrière? Pas sûr. Pas sûr. On en a parlé avec Michel Platini. Euh, Lui, il je pense que vous crois auriez pas qu'on gagné, aurait hein. peut-être eu plus de chances de battre l'Argentine de Maradona que Hmm. les Italiens qui étaient en pleine bourre. Et surtout Ouais, que on a vu contre la Belgique pour la troisième place, on était encore bien physiquement, ouais. alors que on était vraiment cuit après l'Allemagne en 82. Et les Italiens, eux, étaient dans une phase ascendante après un premier tour assez cata, Paolo Rossi notamment. Ça aurait été très compliqué, je crois. Et un peu cramé Ah bon. physiquement après un match contre l'Allemagne aussi. Hein. Enfin, Ouais, franchement. ouais, ouais. Je crois qu'on aurait été un peu cramé, il me semble. Ouais. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est vrai que nous, moi, c'est cette Coupe du Monde 86, c'est ma première vraie Coupe du Monde. J'avais quoi? J'avais 9 ans. Ouais, Et ouais, c'est vrai que moi, cette demi-finale, totalement la demi-finale. ça devient, c'est un peu introuvable. C'était un peu, pour moi, c'était la jeunesse du podcast, c'était d'interroger les acteurs de 86, c'est pour comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est vrai il s'est pas passé grand-chose, quoi. Vous étiez fatigué, c'est tout. Et des Non, blessures, on des était, je fatigues. crois, fatigués. Et puis, on a joué le match avant de rentrer sur le terrain trop, à Hmm. vouloir se venger de 82, à vouloir absolument montrer qu'on était capable de les battre. Je crois on a joué le match trop longtemps avant, entre le Brésil et Ouais. l'Allemagne, quoi. Ouais, Dystopira disait que tout le monde parlait de la finale avant la lettre pour le Brésil et que du coup, quand la France a battu le Ouais. Brésil, après, il y a eu un peu un relâchement. Joël Bass nous a dit qu'il était blessé au genou, qu'il avait eu une Platini était un peu blessure. blessé. Bon, Platini, il Oui, était oui, c'est pas, le il seul était à match où il n'était pas 70%. tout à fait en possession de Ouais. tous ses moyens. Et Enfin bref, ouais, ouais, on va pas prendre plus de ton temps, hein, mais c'est vrai que ouais, Ouais, on pourra maintenant, bon, on va en pas parler. refaire le monde, mais c'est dommage. vrai qu'il y a toujours des regrets, mais ça fait partie aussi sûrement du destin. Après, il y a toujours un bilan global qui est sympa. C'est sûr qu'au choix, on préfère gagner une Coupe du Monde qu'un Euro, même si l'Euro, c'est pas rien, surtout Ouais. Hmm. le premier. Mais bon, c'est comme ça. On a été 2 fois en demi-finale, c'est pas si mal non plus. Et puis, on a Non, et puis je préparé pense un que petit peu aussi le terrain pour 98. Ah bah, ouais, et puis je totalement. pense que ça, étonnamment, hein, et c'est pas une satisfaction, mais en fait, ça rend presque ces deux Coupes du monde encore plus iconiques, le fait que vous soyez pas jusqu'au bout, quoi. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'être si près, de tomber si près, ça rend presque l'épopée plus héroïque. Et ce qui est paradoxal. Ouais, c'est vrai que c'est possible, hein. Les gens ont un souvenir incroyable de 82 du France-Allemagne. Peut-être parce qu'on l'a on l'a perdu. Je pense qu'ils Ouais, auraient moins de souvenirs Bah, aujourd'hui si on avait gagné, bizarrement, hein. ouais, ouais. bizarrement. Nous, ce qui est incroyable, parce que effectivement, notre cœur de cible, on a beaucoup de gens bon, un petit peu plus âgés que nous et qui ont vraiment vécu 82 vraiment de manière très intense, qui en parlent encore. 40 ans, il y en a plein encore qui disent qu'ils ont pleuré. Enfin, vraiment des souvenirs très personnels de beaucoup de gens qui ont vu le match. Et je pense qu'ils ont eu plus d'émotions en Ouais, perdant, d'émotion. enfin en voyant la France D'émotion. perdre en 82 que en voyant la France gagner. Je dis même pas en 84, mais en 98. Ouais, je Je suis pense d'accord. vraiment que C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. ouais, C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Ouais. ce qui est quand même Peut-être dingue. aussi qu'ils étaient plus jeunes en 82, donc il y a la Ouais, nostalgie aussi de la jeunesse. 10 ans, 15 ans, ils se rappellent tous où ils étaient, s'ils étaient en vacances, pas en vacances, chez ouais, les parents, les grands-parents. Enfin bon, c'est peut-être pour la plupart les premiers grands souvenirs de foot, et on ne les ouais, oublie pas. Ouais, plus, je pense aussi l'ascenseur émotionnel. ouais. T'as un Ouais, ascenseur aussi. émotionnel. Après, c'était une vraie tragédie, quoi. Enfin, il y a un Hmm. ascensionnel avec tous les sentiments qui sont là pendant 3 heures. Ouais. Ouais, exactement. Bah, Et c'est un peu le même schéma, tu vois, pour la dernière Coupe du Monde, où on passe d'horrible à super Ouais, à horrible. Et ouais. Argentine, oui, oui, pour la ouais, finale, c'était ça, hein. Ouais, ouais, ça ressemblait un petit peu à ce match-là, justement. ouais. Bah, Et je pense les deux que matchs qu'on a vus ouais, sur la page, vraiment, par rapport au retour qu'on a des auditeurs, les deux matchs qui ont vraiment marqué les fans de l'équipe de France, c'est Séville 82 et Guadalajara 86. Il y a Brésil. Ouais, c'est ça. encore plus que la demi-finale contre le Portugal ou même que la finale contre l'Espagne où la France a quand même globalement dominé. Mais vraiment, ces deux matchs,
et notamment le match de Guadalajara, il y a un retour incroyable des gens. Et comme tu dis, hein, ils se souviennent où ils étaient, ils se souviennent avec qui ils étaient. Il y a ce côté nostalgique et ce match qui est, je crois d'ailleurs, peut-être un de tes plus grands matchs en Coupe du Monde. Tu as ce match contre l'Italie le tour d'avant et ce match contre le Brésil où tu fais deux matchs Pour les dingues. défenseurs, c'est surtout le match contre l'Italie, je pense qu'on a été encore meilleur. Là, on a un peu souffert. Hein. Derrière, les 20 premières minutes, tout le monde a souffert, de toute façon. 20 premières minutes. Sur le milieu attaquant. Mais ça reste un des plus grands matchs. Pour ceux qui l'ont revu, ils disaient que le ballon ne sortait jamais du Ah ouais, c'était incroyable. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. À l'époque, ça allait très vite. Et surtout les Brésiliens allaient très, très vite. Ouais. Non, mais c'est un match surtout à une époque où les gardiens avaient le droit de le prendre à la main, tu sais, il y avait les règles. Oui. Les gardiens pouvaient garder pendant 3 heures. Et là, c'était pas le cas, quoi. Ça allait vraiment. Ah non, ça partait dans tous les sens. C'était pas le cas. Non, mais c'est vrai que cette équipe de France, autant parfois quand on regarde des anciens matchs, on se dit ça va à 2 à l'heure, évidemment parce que maintenant les joueurs sont entraînés et puis il y a ce contre-pressing, donc du coup le jeu va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai quand on voit les matchs de l'équipe de France, notamment d'Hidalgo, c'est magnifique à regarder jouer. C'est pas des matchs qui sont démodés, quoi. C'est vraiment un style de jeu magnifique. Vraiment, je pense que l'équipe de France période 82-86 restera malgré la période 98-2002 peut-être l'équipe préférée des Français pendant très très longtemps. Oui, il y a un capital sympathie qu'on voit au fil des ans par rapport à cette génération qui m'étonne toujours. Ouais, et beaucoup disent ce que tu viens de dire, justement, on a suivi 98, c'est fabuleux, génération Zidane et tout. Ah, mais nous, quand même, c'est 82, 86, 84. C'est cette équipe qui nous a vraiment le plus emballé et on n'oubliera jamais. Donc les générations ne chassent pas, les nouvelles générations ne chassent pas forcément les anciennes, et surtout celles-ci. C'est assez touchant de voir pas mal de monde qui nous aborde. Toute dernière question, je suis désolé parce qu'on l'avait mis sur notre liste, mais pour Zidane qui fait la préface, comment ça s'est goupillé? On parlait des gens qui avaient des souvenirs de jeunesse du foot, et lui, il a des souvenirs incroyables de France-Allemagne, comme si c'était hier. Il avait 10 ans, exactement. Il était, je crois, avec ses parents. Il se souvient de ce match. Et puis, ma détresse avait marqué plus que toute autre action. Il avait dit, je crois, qu'il y a eu 40 ans, il y avait beaucoup de parts. Enfin, il y a un très gros article sur France Foot. Et donc, il en avait parlé. Et puis, on a aussi un ami commun, Alain Migliaccio, qui était mon agent, bien sûr. un agent enfin pour le Racing, et qui après est devenu agent de pas mal de joueurs. C'était le premier joueur dont il s'occupait, dont Zidane. Et ils sont gardés avec Zidane de grands liens d'amitié. Et donc, c'est même mon épouse qui a eu, en disant, mais plutôt que ta génération, pourquoi on ne demanderait pas quelqu'un d'une autre génération Zidane? Et non seulement il est passé par là, non seulement il a accepté tout de suite, dès le jour même, mais le lendemain, il n'y avait pas une ligne décrite que j'avais ma préface. Il m'a envoyé la préface sur le portable. Incroyable. Bien joué, Joss. Bonne idée, Joss. Et là, donc, c'est une bonne idée. Joss, c'est chaud. Chaud, bonne idée. Ouais, donc, c'est plutôt valorisant. Flatteur. Donc, en plus, je l'ai remercié personnellement parce que je suis allé à la remise pour Luis Fernandez. Il a eu la Légion d'honneur. Et Zidane était là avec Laurent Blanc et quelques autres. Donc, j'ai eu l'occasion de le remercier personnellement. Merci beaucoup, en tout cas, Max. Merci, Max. Et donc, je rappelle, le grand Max, j'espère qu'on le voit bien sur l'écran. Très, très chouette livre. Donc, biographie de Maxime, qui disait au début de sa carrière que c'est pas parce qu'on parlait forcément qu'on avait quelque chose d'intelligent à dire, mais là je trouve que tu as démontré l'inverse en écrivant ce livre. Je te remercie vraiment d'avoir participé à ce live. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À vous. À bientôt. Bye bye. Comme d'habitude, c'est un plaisir avec toi et Guillaume. Donc, le plaisir est toujours renouvelé de vous avoir. Merci Max. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un nouvel épisode dans quelques jours. Au revoir. Au revoir.